Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous présente un autre livre que j'ai écrit. Ça s'appelle La Terre accouche, histoire d'une humanité en gestation. Alors celui-là il est disponible sur le livre en papier avec la couverture originale et sur Amazon avec une couverture modifiée puisque Amazon refusait de faire de la publicité pour le livre à cause de ceci. On est au XXIe siècle mais on ne peut toujours pas montrer le sein d'une femme. Voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc pour la couverture originale, c'est lelivresenpapier.com qui est une plateforme d'édition belge qui imprime les livres en mode écologie et tout ça. Et puis Amazon, voilà, pour les masses. Alors c'est un livre beaucoup plus conséquent que L'Avenir comme 1 que j'avais déjà présenté, qui est beaucoup plus abordable, 160 pages, écrit relativement grand, ça se lit facilement. En une après-midi ou une journée, c'est facilement digérable. Après, La Terre accouche, c'est déjà beaucoup plus dense, écrit plus petit, et ça fait plus ou moins 360 pages. Mais par contre, voilà, il y a beaucoup plus de contenu. Alors, ici dans ce livre, ce que je fais, c'est un rapport entre deux niveaux de réalité, notre réalité intérieure et la réalité à l'extérieur. Donc, en fait, je pars du principe que l'humanité s'est développée sur cette planète comme prévu, et que ce qu'on a développé à l'extérieur est en lien avec des choses, une sagesse qui est à l'intérieur de chaque être humain, universelle. L'exemple le plus facile, c'est l'ADN. Donc l'ADN, c'est bien de l'information qui est à l'intérieur d'une cellule, qui détermine comment elle s'agence avec d'autres cellules pour former quelque chose de plus grand, c'est-à-dire un organisme global comme un être humain, un animal ou une plante. Donc c'est bien une source de sagesse intérieure qui détermine comment elle s'agence à l'extérieur. Pour l'être humain, qu'est-ce qu'il y a comme sagesse intérieure qui déterminerait comment on s'agencerait avec d'autres humains à l'extérieur et pour créer ce qu'on a créé à l'extérieur? C'est tout simplement le fonctionnement de notre propre corps. On a tous un estomac, on a tous un intestin, on a tous un cœur, on a tous un cerveau. Et puis l'histoire de notre gestation dans le ventre de notre mère, qui est aussi une histoire universelle à chaque être humain. Jusqu'à preuve du contraire, aucun être humain ne s'est développé, n'a été amené par une cigogne ou ne s'est développé dans un chou. Et donc ça, c'est une histoire universelle à toute l'humanité. Et donc ça, c'est un peu comme notre ADN symbolique, si on veut, qui détermine après ce qu'on fait à l'extérieur. Alors je fais pas mal de parallèles. Je fais le parallèle par exemple entre le système circulatoire à l'intérieur du corps, qui est chargé de distribuer l'énergie à travers le corps, donc l'oxygène par exemple à travers la circulation du sang, au système financier et à l'argent. Donc l'argent est une forme d'oxygène si on veut à l'échelle de l'humanité. C'est à travers l'argent qu'on peut après se procurer de l'énergie, qu'on peut payer un loyer, qu'on peut aller faire les courses. Donc c'est une source d'énergie universelle pour accéder à toutes les autres choses. Donc c'est vraiment une source d'énergie de base, tout comme l'oxygène est une énergie de base pour chacune de nos cellules. Puis il y a le système nerveux qui a comme équivalent l'Internet, c'est-à-dire que le système nerveux, c'est aussi une série de câbles finalement qui parcourent notre corps et qui permet une certaine communication entre les cellules ou internes à notre corps. Donc les cellules, elles donnent du feedback, elles disent voilà, ça c'est pas bien, ça me fait mal, etc. Et puis les messages qu'elles envoient permettent au corps de se coordonner. Donc par exemple, si vous avez mal à votre gros orteil, le corps doit s'ajuster sa position, etc. Pareil, quand vous avez des millions d'humains qui envoient un certain message, c'est quelque part comme un message à l'humanité entière qui est témoin de ça pour essayer de se coordonner pour résoudre le problème. Donc il y a une espèce de communication là qui se fait à travers l'Internet et qui représente quelque part le système nerveux de l'humanité. Ensuite, le parallèle avec la pollution, c'est-à-dire que le bébé, quand il est dans le ventre, il fait pipi dans l'utérus de sa maman, et vers la fin de la grossesse, la mère, le placenta, il n'arrive plus à recycler toute cette urine pour en refaire du liquide amniotique, et donc le bébé baigne de plus en plus finalement dans ses propres excréments. Ça devient plus du pipi qu'autre chose. En plus, en fin de grossesse, il y a un risque aussi qui est non négligeable, que le bébé fasse caca dans le ventre avant de naître. Donc le premier caca d'un bébé, ça s'appelle le méconium, et c'est un caca super dur à nettoyer, et j'ai de l'expérience dans le domaine. Si le bébé fait caca dans le ventre avant de naître, il risque vraiment de s'empoisonner alors dans ses propres excréments, et donc
là, il doit être accouché dans l'urgence. Alors là, je trouve ça décrit de façon très poétique en fait la situation dans laquelle on est en tant qu'humanité, puisque quelque part, on est en train aussi de s'empoisonner dans nos propres excréments, donc les pesticides, les déchets radioactifs, les décharges publiques qui explosent, les déchets partout, la mer de plastique, voilà. Donc clairement, on est en train de faire pipi dans le ventre de cette planète, quoi, si on veut. Et bon, ben, il serait peut-être temps qu'on sorte, qu'on soit accouché, d'où le titre La Terre accouche. Puis aussi cette histoire de croissance. Donc le bébé dans le ventre, il croît de façon assez rapide, et puis une fois la naissance, ben, ça fait une courbe en S, quoi, si vous voulez, où la croissance se ralentit. Et tout le monde aujourd'hui demande à ce que appelle à un ralentissement de la croissance, puisqu'une croissance infinie sur une planète finie, bah, c'est pas possible. Et un bébé dans le ventre de sa mère ne peut pas non plus croître de façon exponentielle à l'infini, puisqu'il y a une place limitée là, et il ne peut pas aller au-delà. En fait, donc le livre fait tous ces parallèles, mais ça a une portée beaucoup plus profonde, puisque c'est aussi une façon de dépasser la vision strictement matérialiste de la réalité. Je fais par exemple l'exercice de l'esprit de s'imaginer que des cellules du bébé qui ont un regard très scientifique calculent toutes les ressources disponibles qui filtrent à travers le cordon ombilical, et puis toutes les ressources disponibles que le placenta peut recycler, et puis disent voilà, alors nous on peut grandir jusqu'à 4,5 kg, et puis après ben, c'est fini, il n'y a plus de ressources, c'est fini, il y a une limite, on ne peut plus aller au-delà, etc. Techniquement, ces petites cellules du bébé scientifique, ben, elles ont raison. Bien sûr, dans le ventre de la maman, les ressources ne sont pas infinies, c'est clair. Et à un moment donné, si le bébé continue de croître, il va tuer sa maman et se tuer lui-même. Ce que beaucoup de scientifiques disent à l'heure actuelle, c'est-à-dire que si on continue de consommer des ressources comme on consomme maintenant, ben, on va finir par se tuer nous, et puis potentiellement tuer cette planète si on fait exploser des armes nucléaires un peu partout sur la planète pour se chamailler, pour contrôler les quelques petites ressources encore disponibles. Mais donc la solution c'est quoi? C'est que le bébé reste dans le ventre comme ça, à pas bouger, à plus consommer, à compresser le cordon ombilical pour qu'il arrête de consommer les ressources. Et non, bien sûr, c'est la naissance. Sauf qu'ici, c'est vraiment la naissance est un passage d'une dimension à une autre. On peut presque dire que l'utérus est comme une dimension à part. C'est-à-dire que le bébé, il se croit seul. Déjà, il se dit je suis le seul être de mon genre dans tout l'univers, il n'y a personne comme moi, et etc., etc. Les informations qu'il reçoit à travers ses sens sont complètement comment dire, filtrées à travers cette barrière du ventre. C'est-à-dire que les sons sont déformés, il y a vaguement un peu de lumière, mais bon, voilà, il n'a aucune idée du monde dans lequel il va naître, qui est quelque part complètement magique, en fait. Donc, on a tous vécu un accouchement, on a tous été accouchés, entre guillemets, et on est passé d'une dimension, d'une réalité où on se croyait seul, où on était à l'étroit, où il n'y avait pas assez de ressources, à une réalité où, en fait, tout d'un coup, en fait, si on veut, l'espace sur cette planète pour l'humanité est subjectivement aussi grand que l'espace à l'intérieur d'un utérus pour un bébé. Et au dehors du ventre, en dehors du ventre, la planète du point de vue d'un bébé est aussi vaste que la galaxie du point de vue de l'humanité en tant qu'organisme global. Et donc pour devenir cette espèce de civilisation galactique, on va dire, hein, qui s'est... on regarde toujours le regard tourné vers les étoiles en se disant bah tiens, on veut voyager, on veut aller voir par-ci ou par-là. C'est possible, mais ce n'est pas possible avec la vision du monde étriquée que l'on a aujourd'hui, qui est purement matérialiste, puisque si l'humanité se comporte comme une espèce de parasite et que les différents pays et les humains se chamaillent les uns avec les autres, c'est un peu comme si votre estomac était en guerre contre votre intestin. Donc ça ne peut pas fonctionner. Donc le prérequis ici, pour résoudre la plupart des problèmes, c'est d'atteindre l'harmonie, de former un organisme planétaire, l'humanité en tant qu'organisme global, et puis toute une série de solutions pourront émerger naturellement. Voilà, donc j'espère que ce livre vous plaira, et n'hésitez pas à me faire un retour.